Tandis qu'on enchaîne les records en bourse cette semaine, je vais te partager mon avis sur 4 actions de PEA et de CTO. Donc voilà, on a eu une semaine dernière de grande euphorie sur les marchés après la victoire de Donald Trump qui s'est déjà mis au travail en tant que futur président des États-Unis d'Amérique. Avec d'une part des baisses d'impôts sur les entreprises l'an prochain qui alimentent des records sur l'indice américain, le S&P 500 à 5995 points, donc qui frôle les 6000 points. Et d'autre part, il réalise des échanges avec Zelensky et Poutine pour tenter de passer de la guerre à la paix à l'est de l'Europe, une paix qui, elle, serait propice au marché européen qui en ont bien besoin d'ailleurs. Également, jeudi dernier, Jérôme Powell à la Réserve fédérale américaine a abaissé à nouveau le taux directeur américain de 25 points de base, le portant à 4,75%. Donc on est désormais sous les 5% de taux d'intérêt court terme aux États-Unis sous fond d'inflation qui se renormalise et ces taux plus bas vont naturellement inciter de nombreux investisseurs à placer leur argent sur des actifs d'entreprise de qualité plutôt que de le conserver en devise avec une rémunération qui devrait baisser encore l'an prochain pour s'approcher progressivement de 3% de rentabilité. Donc on sort d'une période de taux élevés pour revenir vers un contexte de marché avec d'une part une économie américaine en croissance à 3% et en perspective qui afficherait une progression en 2025. Donc ça c'est pour les États-Unis d'Amérique. Après, d'autre part, pour l'Europe, c'est quand même moins enclin de la croissance en ce moment avec l'Allemagne qui voit ses perspectives une nouvelle fois assombries avec un coût de l'énergie toujours trop élevé pour ces petites et moyennes entreprises depuis 2022, avec une nouvelle récession économique qui se profile pour la première puissance européenne avec moins 0,3% de croissance. Donc une Allemagne qui reste en récession, tandis que de son côté, la France, elle, à l'image de la zone euro, affiche une croissance molle à plus 0,4%. Ainsi, dans ce contexte, je te partage plus fréquemment mon avis sur des entreprises américaines, sur CTO, mais tout de même quelques valeurs sur PEA car il y a quand même certaines entreprises qui sont intéressantes, qui vont être moteurs de croissance pour les prochaines années et aussi certaines que tu me demandes d'analyser en commentaire. Hello, moi c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché avec plus de 10 ans d'expérience professionnelle, notamment en tant que trader en banque et en fonds d'investissement à Paris et à New York. Je t'aide aujourd'hui à faire croître ton patrimoine avec ma chaîne YouTube et mon application que j'ai développée pour t'aider à atteindre tes objectifs financiers plus facilement. Allez, on se met dans un esprit pragmatique avec un petit café et on commence avec l'action PEA Amundi. L'entreprise Amundi pèse 13,7 milliards d'euros sur l'industrie des services d'investissement. Amundi propose ses services à des investisseurs institutionnels et des particuliers aussi. Tu connais sûrement l'entreprise pour ses ETF, Amundi Elixor, souvent éligible au PEA. Sur un an, l'action Amundi affiche plus 27% de performance, c'est mieux que le CAC 40 ou même que l'indice européen Eurostoxx 50. Donc oui, plus 27% pour Amundi, conjointement avec un dividende de 6,2% annuel, ça offre quand même à ses actionnaires une performance de plus de 33% brut sur les 12 derniers mois. Si on dézoome avec la nouvelle fonctionnalité de l'application des investisseurs pragmatiques, la droite de régression, on observe qu'Amundi paraît suivre sa tendance long terme, donc elle est bien centrée sur sa droite de régression ici en échelle logarithmique. L'action est elle porteuse d'une croissance de 44% sur 10 ans et d'un dividende moyen à 6% par an. Donc Amundi a quand même permis à ses actionnaires depuis 10 ans de doubler leur capital à condition qu'ils aient réinvesti systématiquement leurs dividendes sur un PEA. Récemment, ce 30 octobre dernier, Amundi a publié ses résultats financiers du troisième trimestre 2024 avec une augmentation observée de la collecte pour ses gammes d'ETF, portant son encours sous gestion sur les ETF à plus de 250 milliards d'euros, soit un AUM total de 2200 milliards d'euros, donc un nouveau record pour Amundi. Et ce record, il est porté par son activité de produits de taux d'intérêt et de crédit, où elle profite historiquement des réseaux de crédit agricole et de Société Générale. Ainsi, avec plus de 2 trilliards d'encours, donc 2200 milliards d'encours sous gestion, Amundi fait partie du top 10 mondial de son industrie, c'est pas rien pour cette française et c'est grâce à cet encours ou encore appelé AUM qu'elle génère du chiffre. C'est grâce à ses frais annuels de gestion, ses frais de transaction ou encore ses frais de service qu'elle facture à ses clients. Ainsi, dès qu'Amundi annonce une croissance de son encours, on peut mécaniquement supposer que chaque année, elle est capable d'augmenter ses revenus conséquemment, bien sûr. Alors, en amont de la publication d'Amundi, j'étais quand même inquiet car elle souffrirait du projet de loi de finances 2025
avec une augmentation de son impôt sur les sociétés sur le chiffre qu'elle réalise en France. Car hélas, en France, contrairement aux États-Unis d'Amérique, nos dirigeants, notamment à l'Assemblée nationale, tentent de relancer le pays en augmentant les impôts avec de l'austérité. Donc voilà, des impôts dits temporaires comme d'habitude qui vont bien sûr durer. Alors qu'aux États-Unis, ils ont bien compris que la croissance venait du privé, donc ils baissent les dépenses de l'État et baisse aussi les impôts sur ceux qui travaillent. Donc voilà, malgré ce contexte plus difficile en France pour Amundi, Amundi réalise quand même une bonne performance au troisième trimestre. Elle affiche plus 10% de croissance sur ses revenus nets à trimestre comparable, passant de 780 millions d'euros à 862 millions d'euros. Et ce en majorité, sans surprise, grâce à ses frais de gestion annuels. Et ce qui porte son bénéfice net total à plus de 1 milliard d'euros. Maintenant, si on essaye d'estimer si l'action Amundi est chère ou pas, on ne va pas simplement regarder son prix par action de 67 €, mais on va regarder son PE ratio. C'est le rapport entre sa capitalisation boursière divisé par ses bénéfices nets de 2024 pour savoir à combien de fois ces bénéfices l'entreprise est valorisée. Ici, on arrive à x11 de facteurs de bénéfices pour 2024 pour Amundi, ce qui est plutôt attractif vu sa croissance. Après, si on va plus loin, avec l'application des investisseurs pragmatiques, on peut projeter ses bénéfices futurs à venir. Et là, on peut s'attendre à plus 6% de croissance pour cette année pour Amundi, mais encore plus horizon 2025 avec potentiellement 1,3 milliard de bénéfices nets, soit 8,4% de croissance anticipée pour 2025. Ainsi, l'action Amundi en a encore sous l'accélérateur si j'ose dire grâce à sa capacité à augmenter son encours sous gestion et ce malgré une situation de pression fiscale en augmentation en France. Personnellement, mon avis demeure positif sur Amundi. Je suis d'ailleurs actionnaire sur mon PEA de l'entreprise. En faible proportion certes, ça me permet quand même de servir certains objectifs, notamment en termes de risque et d'allocation, mais ça c'est plus de l'ordre de la stratégie d'investissement. Ici pour l'action, j'anticipe personnellement une performance moyenne de 8% par an avec dividendes, donc si on devait décomposer de 2 à 3% de croissance et de 5 à 6% de dividendes par an à moyen terme. Ce qui reste intéressant pour l'Europe, notamment pour ceux qui sont à la recherche de dividendes. Alors Amundi porte aussi un risque de moins de 28%, donc des variations anticipé à 6 mois de plus ou moins 14%, ça reste raisonnable pour un PEA, donc encaissable ce risque. On peut même l'amortir en 3 ans et demi de détention. Bref, une action qui me semble compatible avec la gestion d'un portefeuille d'actions en bon père de famille. Ensuite, on enchaîne avec une action américaine, CME Group, qui pèse 81 milliards de dollars sur la même industrie qu'Amundi, les services d'investissement. Alors CME pour CME en français, c'est le Chicago Mercantile Exchange en anglais. C'est une entreprise qui gère 4 des plus grands marchés boursiers au monde, notamment le COMEX, le Commodity Exchange, c'est là où est échangé l'or papier notamment, ainsi que de nombreuses matières premières. Et elle gère bien sûr les places à Chicago et New York, avec le New York Mercantile Exchange. Donc CME, c'est un acteur majeur des marchés américains qui génère des revenus directement des volumes de transactions, des introductions en bourse, donc des IPO pour Initial Public Offering, donc voilà les introductions en bourse, et aussi de ses services de fournisseurs de données, car elle fait payer l'accès à ces données bien sûr. Sur un an, son action affiche une performance de 4%, conjointement à un dividende de 4,3%. Donc ici une performance un peu timide d'un peu plus de 8% sur les 12 derniers mois. Si on dézoome avec la nouvelle fonctionnalité de l'application, on observe que CME délivre 2480% de performance hors dividende, ce qui fait un facteur multiplicatif de x25 sur 20 ans, et même plus que x30 pour ses actionnaires long terme qui ont réinvesti leurs dividendes systématiquement sur 20 ans. C'est impressionnant tout de même comme performance. Alors l'entreprise a publié ses résultats financiers ce 8 novembre dernier et ils sont plutôt bons avec 1 milliard et 584 millions de dollars de chiffre d'affaires, soit 18% de progression contre son trimestre comparable de l'an dernier. Le tout en étant capable de générer 901 millions de dollars de bénéfices en 3 mois, soit une progression de 21% sur ses bénéfices. Donc un troisième trimestre bien meilleur en termes de croissance que les 2 premiers trimestres pour l'entreprise. À ça, on ajoute de bonnes perspectives avec des bons volumes sur l'élection présidentielle ce trimestre en cours. Donc potentiellement son dernier trimestre, le Q4, devrait afficher lui aussi une bonne performance. Alors
essayons d'aller plus loin maintenant en se rendant dans l'application des investisseurs pragmatiques. En projetant ces résultats, on s'attend à 3,4 milliards de dollars de bénéfices cette année, ce qui représente 8% de croissance globale en 2024. Avec une entreprise CMI qui se dirigerait horizon 2 ans en 2026 vers 3,7 milliards de dollars de bénéfices par an, donc une projection de croissance de 4% par an en moyenne anticipée. Ainsi, aujourd'hui, CMI Group, avec son PE ratio à x23 de facteurs de bénéfices, paraît relativement un peu cher par rapport à sa capacité à délivrer des bénéfices dans le futur. Le tout avec un risque de 21% pour l'action, donc des variations anticipées relativement acceptables pour un portefeuille d'actions CTO. Alors ici, pour CMI, ma stratégie serait plus d'attendre un repli sur l'action. Personnellement, je serais acheteur de cette action autour de x14 ses bénéfices, donc un PE ratio à 14. Donc voilà, on n'y est pas aujourd'hui. Il faudrait qu'elle puisse afficher de meilleures ambitions de croissance pour que j'initialise une position. Ensuite, on enchaîne avec Booking, l'entreprise du site de réservation d'hôtels du même nom qui prend un jute frais au passage et qui pèse 172 milliards de dollars sur le marché américain. Son action affiche carrément une croissance de plus 58% sur les 12 derniers mois, donc qui fait mieux que le S&P 500. Après, si on dézoome sur 20 ans, on voit que l'entreprise affiche une énorme performance historique qui dépasse les 49 000%, donc plus qu'un fois 490 pour ces investisseurs qui ont détenu l'action ces 2 dernières décennies. L'entreprise a publié ce 30 octobre dernier ses résultats avec presque 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur 3 mois seulement, soit 9% de croissance au total sur les 9 mois de l'année. Puis au total sur les 9 mois de l'année, Booking affiche un chiffre d'affaires de 18,2 milliards de dollars, ce qui représente 10% de croissance depuis l'an dernier, c'est pas mal. Le tout avec plus 18% de croissance sur ses bénéfices sur 9 mois avec 4,8 milliards de dollars générés en 9 mois. Donc voilà, on est sur une année 2024 où on peut s'attendre à que Booking finisse l'année avec plus de 6 milliards de dollars de bénéfices générés, c'est pas rien, et qu'elle puisse continuer sur une tendance de croissance tout de même intéressante à moyen terme. Si on prend l'application des investisseurs pragmatiques et qu'on projette sa tendance, l'entreprise pourrait dépasser les 7 milliards de dollars de bénéfices horizon 2026 avec 7,2 milliards de dollars et une croissance moyenne de 8% par an. Donc potentiellement plus 12,7% en 2026 sur ses bénéfices. Et le tout en soignant ses actionnaires en continuant son rachat d'actions récurrent pour renforcer la valeur de son titre auprès de ses investisseurs. Ainsi aujourd'hui, je pense que Booking offre une bonne perspective et permet de se diversifier sur un business model rentable de mise en relation d'hôtels et de particuliers tout en prenant un jus de frais au passage grâce à sa position dominante sur le marché. Alors personnellement, je suis actionnaire de Booking, cependant aujourd'hui je suis plus d'un avis de conserver plutôt que de renforcer car Booking a quand même un PE ratio qui est élevé. Son facteur de bénéfice me paraît à date à x27 trop élevé pour ses perspectives de croissance actuelles. Ainsi oui, là je préfère conserver ce business rentable avec une petite proportion en portefeuille en acceptant son risque de 32% de variation anticipée à court terme. Donc voilà, je préfère conserver et utiliser mes munitions plutôt dans mon top action, CTO ou PEA. Enfin, on va parler d'une action que tu m'as demandé en commentaire et dont certains m'ont demandé à de nombreuses reprises. Donc voilà, je t'ai parlé de CMI il y a quelques instants que certains m'avaient demandé et là je vais te parler de l'entreprise Medincell. Donc c'est une petite capitalisation de 450 millions d'euros qui cote à 17,94 € l'action sur le secteur de la santé et de l'industrie des produits pharmaceutiques. Alors sur un an, l'action affiche quand même 200% de performance. C'est impressionnant pour une entreprise qui, on va le voir, ne fait pas encore de bénéfices et affiche un risque élevé. Alors récemment, ce 6 novembre dernier, Medincell annonce de bons résultats avec un partenariat avec Teva Pharmaceutique, un acteur clé des produits pharma, avec son produit Uzedy qui affiche une croissance de 80 à 100 millions de dollars, ce qui permettrait à Medincell de toucher des royalties de quelques pourcentages, donc potentiellement 5 à 9 millions de dollars pour Medincell. Alors si je reprends sa publication annuelle de juin dernier, on voit que Medincell a plusieurs produits qui lui permettraient de générer des cash flows, notamment Uzedy qui est déjà sur le marché, mais aussi olanzapine contre la schizophrénie, ainsi que des produits contraceptifs et contre
contre la malaria en cours d'essai préclinique. Alors certains de ces produits sont même un peu plus avancés à l'heure actuelle avec des collaborations avec de grands groupes tels que AbbVie ou Teva Pharmaceuticals. Donc voilà, plusieurs projets dans les pipes pour l'entreprise, mais cependant elle ne fait pas encore de l'argent avec 25 millions d'euros de pertes au 31 mars. Alors oui, c'est assez classique pour ce type d'entreprise, pour des biotech ou produits pharma qui mettent du temps avant de commercialiser et de rentabiliser leurs produits pharmaceutiques. Et à chaque fois, ces conditions de revenus sont sous réserve d'efficacité bien sûr et de rapport bénéfice sur risque pour le patient. Un rapport bénéfice sur risque qui doit être acceptable pour un patient informé. Alors oui, pour ceux qui se risquent sur les small cap pharma françaises, essayons de voir ce que ça donnerait en se mettant dans un esprit pragmatique sur Medincell si elle atteignait ses objectifs horizon 2027. Donc déjà, on aurait un pivot de rentabilité autour de 2026. Donc voilà, il faut encore attendre 2 ans dans le meilleur des cas pour que Medincell délivre ses premiers euros de bénéfices. Et en allant à plus loin, en supposant que ces produits en cours de validation clinique soient approuvés, on arriverait à 88 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2027, le tout avec un premier bénéfice qui serait assez conséquent de 38 millions d'euros. Ainsi, horizon 3 ans en 2027, cette petite capitalisation de 450 millions d'euros, avec des hypothèses quand même très ambitieuses, il faut le rappeler, et donc très incertaines, on aurait un PE ratio de fois 11,8 de facteur de bénéfice pour 2027. Donc ici, une entreprise qui pourrait potentiellement être valorisée à fois 20 de PE ratio en 2027 si elle atteint ses objectifs et qu'elle a des bonnes projections sur ses résultats et qu'elle maintient ses partenariats clés avec AbbVie et Teva. Donc si on essaie de mettre un chiffre sur le potentiel, ça serait du 69% de croissance potentielle en 3 ans, mais avec un risque, attention, très élevé de 57% à court terme. C'est pas rien, il faut vraiment pas ignorer ce risque. Et ici, en passant des détails techniques pour ma stratégie d'investissement personnel et donc pour mon portefeuille, je ne pense pas que Medincell soit clairement raisonnable. Pour moi en tout cas, ici cette position me paraît tout simplement trop risquée pour un potentiel de rentabilité trop incertain. Personnellement, dans ma stratégie d'investissement, je préfère aller chercher un potentiel moins élevé, plus certain et prendre moins de risques. Et ainsi, pour un investisseur qui souhaiterait prendre de tels risques, parce que chacun fait ce qu'il veut avec son argent, c'est ton argent, tu l'as gagné, tu fais ce que tu veux avec, il faudrait alors aller beaucoup plus loin dans l'analyse et être potentiellement, idéalement même, un expert sur les produits pharmaceutiques que développe Medincell et estimer si le risque d'effet secondaire est maîtrisé. Ça, c'est pas facile à faire. C'est même souvent impossible sans recul. Parfois, il faut 10 ans pour s'en rendre compte sur les traitements utilisés. Après, oui, quand c'est basé sur des traitements ou des molécules qui sont testées depuis longtemps, on peut avoir plus de certitude là-dessus, mais il faut quand même s'en assurer. Et il y a un autre aspect dont il faut s'assurer, bien sûr, c'est l'efficacité sur les traitements. Donc avec des études en double aveugle, idéalement, donc avec une proportion qui aurait un placebo et une deuxième proportion de personnes qui auraient le produit sur un échantillon significatif pour que statistiquement on puisse en déduire quelque chose et idéalement sans biais, donc sans risque que d'autres produits puissent interférer sur les résultats d'efficacité sur le traitement. Bref, ici tu as compris, moi c'est pas vraiment ma stratégie d'investissement d'investir sur des rentabilités futures peu probables. Donc moi je préfère plutôt investir dans des entreprises moins risquées qui font des bénéfices déjà à l'heure actuelle et qui ont une projection plutôt intéressante. Voilà, c'était mon avis personnel qui est négatif sur Medincell. Donc voilà, j'essaie vraiment de faire une démarche où je prends en compte tes avis en commentaire lorsque tu me suggères une action à analyser, même si je ne suis pas du même avis que toi. Maintenant, je profite de cette vidéo pour faire une annonce suite au succès de mon application des investisseurs pragmatiques et des toutes dernières mises à jour qui ajoutent encore plus de valeur à notre club privé. Je vais augmenter le prix de mon programme premium ce mois de novembre. Donc c'est le bon moment pour nous rejoindre et ce pour un peu plus de la moitié du prix d'une action LVMH. Donc voilà, il ne te reste que quelques jours pour devenir un investisseur pragmatique avant l'augmentation du prix pour pouvoir débloquer d'abord ma formation Investir avec pragmatisme qui va t'apprendre comment construire ta propre stratégie d'investissement étape par étape en partant potentiellement de zéro connaissance pour faire croître significativement ton patrimoine. Puis bien sûr, ton accès à l'application pour gérer simplement ton portefeuille d'actions PEA, CTO et d'ETF. L'application, elle va t'aider à évacuer tes positions les plus à risque
et à identifier les meilleures opportunités de croissance et de dividendes pour ton portefeuille. Tu auras aussi accès au suivi de mes portefeuilles PEA et CTO personnels avec ma liste d'actions préférées. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit bilan de mon portefeuille qui est plutôt assez positif comme tu peux le voir sur l'écran. Ensuite, mon programme inclut également l'accès au club privé de plus de 350 investisseurs pragmatiques pour que tu puisses bénéficier de l'intelligence collective. Et enfin, mes lives mensuels et leur rediffusion où je te partage ma stratégie avec mes meilleures actions du moment. D'ailleurs, le prochain live, il est prévu pour ce samedi 16 novembre, donc samedi prochain dans 5 jours seulement. Pour en savoir plus, c'est sur mon site web guistamp.com dans la rubrique Programme Premium afin d'être dans les meilleures conditions pour faire croître significativement ton patrimoine sur le long terme. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!